Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre balado d'information automobile préféré. Hein? On peut bien se vanter un peu. Cette semaine, on a une émission particulièrement chargée, notamment en matière d'essais. D'une part, on va parler de certaines actualités un peu particulières. Par exemple, et lancez-moi pas des tomates tout de suite, que le prix de l'essence n'est peut-être pas aussi élevé que vous le pensez. Mais on va aussi parler d'essais automobiles, alors que moi, je vais vous livrer la bataille des Z entre la Nissan Z et la BMW Z4. Moi aussi, comme d'habitude, bien sûr, j'ai quelques actualités intéressantes, mais surtout cette semaine, j'ai deux essais pour toi, entre autres mon essai de la Kia Stinger dans sa dernière année et aussi du Volkswagen Taos. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Alors oui, William, c'est une semaine chargée en essais. Il faut dire que, bon, maintenant que l'émission est aux 2 semaines, bien sûr, on fait un essai par semaine, donc tu auras compris qu'on a toujours au moins 2 véhicules chacun Oui, en cet essai. été, j'en ai pas mal comparativement à d'habitude. Oui, parce que là, tu fais des essais réguliers, donc c'est une excellente nouvelle pour moi et pour tout le monde qui nous écoute. Moi, j'ai eu l'occasion d'essayer 2 véhicules, honnêtement, qui sont plus ou moins des rivaux. OK? Ils sont rivaux dans la mesure où, d'abord, ils portent le même nom, hein, la Nissan Z et la BMW Z4, mais ils sont rivaux aussi dans le fait que ce sont des petits 2 places sportifs et dynamiques qui sont conçus pour ça. Par contre, il y a évidemment des différences assez notables. D'une part, une BMW étant un véhicule de luxe, ce qui n'est pas le cas du Nissan. Hein, ça, c'est le premier volet. Deuxième volet qui n'est pas négligeable non plus, du côté de BMW, on parle d'un véhicule cabriolet, ce qui n'est pas le cas de la Nissan Z qui est offert en version coupée seulement cette année. Et l'autre élément, ben, c'est que la Z4, dans sa forme M40 que moi j'ai essayé, valait 83 000 alors que la Z de Nissan valait 63 000 Donc, il y a une différence de prix qui est assez marquée, disons, entre les deux. Malgré tout, ces 2 véhicules qui se comparent d'une certaine façon parce que, je l'ai dit, c'est 2 véhicules 2 places sportifs dynamiques. La Z de Nissan, c'est un véhicule qui est une icône dans son monde. C'est la 7e génération qu'on nous propose depuis l'an passé. Moi, j'avais eu l'occasion de l'essayer il y a quelques mois sur la piste au Mont-Tremblant, mais cette journée-là, il pleuvait à plein ciel. Et bon, évidemment, l'essai a été un peu plus limité, d'autant que j'avais devant moi la pilote Valérie Limoges, hein, dont tu te rappelles qui a été championne. Euh, donc, mettons que je n'avais pas l'ambition d'essayer de suivre Valérie sur une piste avec un véhicule qui, comme ça, quand c'est glissant. Euh, j'ai là pu, pendant une semaine, au moins profiter de la Z. Z qui s'appelle uniquement Z d'ailleurs, OK? Parce que les anciennes générations étaient tous doublées d'un numéro. La Z350, c'était la 350Z, la 370Z, ce qui correspondait à la cylindrée du moteur. Dans le cas de cette année, si on avait mis la cylindrée du moteur, ben, on a un moteur euh, 3 litres. Donc, évidemment, tu auras compris qu'on aurait eu une Z300, ce qui aurait donné l'impression qu'on avait diminué la puissance. Quand on a lancé le prototype, on a parlé d'une Z400. Pourquoi? Ben, parce que c'est 400 chevaux. Mais tant qu'à mettre un chiffre qui correspondait à la puissance, ce qui cadrerait pas plus dans l'histoire, on a opté tout simplement d'y aller pour le nom Z. D'autant qu'au moment où on enregistre, il y a 48 heures à peine, on a dévoilé la Z Nismo, qui est une voiture un peu plus vitaminée et qui, elle, arrive avec 420 chevaux de puissance. Donc, ça aurait même pas été approprié d'avoir le bon nom à ce moment-là. Donc, je pense que c'est un bon choix. On a gardé le nom Z. On a gardé aussi certains éléments du patrimoine de la voiture. Quand on la regarde, par exemple, la silhouette, elle est très proche des 240 ZX qu'il y avait à l'époque. Quand on les met vraiment une au côté de l'autre, ce que j'ai eu l'occasion de faire, c'est vraiment là, assez similaire en termes de look. Évidemment, la nouvelle, elle est beaucoup plus moderne. Les phares sont plus modernes et tout est plus moderne, mais le look est à peu près semblable. Et la partie arrière n'est pas sans rappeler la 300 ZX, qui est une autre des générations de la voiture.
Évidemment, tu me diras que tu es un peu trop jeune pour t'en souvenir, mais fais-moi confiance, je te le dis. Ce qui était assez particulier, c'est qu'on a refait la voiture, on a modifié plein de trucs, entre autres, on a modifié les suspensions. La motorisation, je l'ai dit, elle n'est plus la même dans ce cas-ci parce que, bon, on arrive quand même avec un moteur, c'est un moteur V6 3 litres de 400 chevaux, 350 livres-pieds de couple. Moi, j'avais celui qui était jumelé à une boîte manuelle 6 rapports. Bien sûr, on parle d'une propulsion. On a cette année redessiné les angles de suspension. On a modifié des éléments de cette nature-là. On se retrouve avec une boîte de vitesse aussi à changement plus rapide, qui a aussi le petit, ce qu'on appelle en anglais le rev matching. Donc, au moment où on est capable d'égaliser les révolutions moteurs en rétrogradant, en gros, les pilotes de course appellent ça faire le talon pointe. C'est quand tu donnes un petit coup de gaz pas en freinant, mais pour réussir à équivaloir les deux et rétrograder sans trop toucher à l'embrayage, le blimp qu'on appelle, le blip plutôt qu'on appelle dans les virages, c'est quelque chose que les pilotes de course font avec leur voiture, que j'ai jamais été capable de faire de façon intelligente. Mais avec la Z, au moins, j'avais l'impression que j'étais capable parce qu'elle le fait d'elle-même. Donc, il suffit de rétrograder, puis elle le Même fait pas besoin d'elle-même. d'être bon. Non, non, pas du tout. Naraki est capable de le faire. Tu payes sur l'embrayage, tu rétrogrades, ça le fait, c'est le fun. Ça a du son. Mais tout ça pour dire que donc, on a une voiture qui est évidemment assez puissante, mais pas ultra puissante. Hein. Quand même, elle est assez lourde, donc ça va bien. Ce que moi j'ai aimé, ce sont les suspensions. Les vrais puristes vont te dire qu'ils vont tourner vers la nouvelle Nismo parce que les suspensions de la Z de route sont un peu molles pour être vraiment agréables sur piste. Moi, je mets ça parce que, bon, nos routes ne sont pas aussi belles que les pistes, malheureusement. Donc, ça absorbait assez bien les coups. Euh, des petits bémols un peu fatigants, là, comme l'emplacement des boutons de réglage de siège qui sont placés en dessous de la cuisse droite du conducteur. Alors, imagine-toi, là, en dessous de la cuisse droite. C'est pas le bon bord. D'habitude, c'est l'autre côté. Donc, ça, c'est un peu déstabilisant. Un système d'infodivertissement qui est correct, mais rien à se garocher à terre. Ça va. Les sièges, par contre, qui sont assez enveloppants et une tenue de route qui est vraiment relativement bonne, là, malgré la lourdeur un peu du véhicule. Donc, je me suis amusé avec ce véhicule-là, mais c'est un véhicule qui offre une position de conduite assez basse. Puis bon, je veux dire, c'est comme tu connais, mon tour de taille n'a pas diminué depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Alors, c'est toujours pas si facile d'entrer, mais surtout de sortir. C'est la sortie qui est un peu moins agréable. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule que j'ai beaucoup aimé, qui est un beau jouet d'été, qui a bien sûr une qualité de finition qui est correcte, là, mais c'est pas la super voiture. On a repris là où on en était avec l'ancienne et on en a fait quelque chose d'un peu mieux, d'un peu amélioré. Du côté de BMW, ben là, on est arrivé avec la BMW Z4. Moi, j'avais la version M40, qui est la plus puissante parce qu'il existe une version moins puissante un peu. Mais aussi, encore une fois, un moteur 6 cylindres 3 litres, 382 chevaux, 369 livres de couple, avec une boîte automatique dans son cas, avec des palettes au volant. Là-dessus, je dois te dire que même si elle est moins puissante, elle était plus rapide que la Z de Nissan. Parce qu'elle est plus vive, elle est plus dynamique, elle est un peu plus légère. Donc, elle était plus rapide au niveau des accélérations. Et elle avait une tenue de route qui est absolument incroyable. Vraiment, d'une stabilité là, sans reproche. Peu importe les courbes. Tu connais les routes de campagne pas très loin de la maison où je vais faire mes tests généralement. Et honnêtement, ça a vraiment été exceptionnel. Le bémol, cependant, ce sont les suspensions qui sont véritablement trop rigides. C'est le fun, on a voulu en faire quelque chose qui était capable de t'amener sur une piste littéralement ou à une conduite extrêmement dynamique. Et par contre, c'est un peu trop rigide pour le vrai confort. Et ça, c'est un peu désagréable. On est allé te voir, entre autres, à Montréal et on a un petit peu souffert de certains endroits où on a roulé avec la voiture. Là. Donc ça, c'était pas l'idée de génie. Par contre, pour le reste, écoute, on se retrouve dans une BMW avec ce que ça veut dire au niveau de la qualité des matériaux, avec ce que ça veut dire au niveau de la finition exceptionnelle, avec ce que ça veut dire au niveau de la facilité de conduite, des accélérations vives. J'aime toujours pas le levier de vitesse qui fait c'est une boîte séquentielle qui est un peu particulière. Donc,
pour avoir le reculon, il faut que tu embrayes en haut. Je suis toujours mêlé, mais ça, c'est parce que j'y vieillis, c'est quelque chose auquel je dois m'habituer. Mais sérieusement, c'est une voiture que j'ai beaucoup aimée. Et bien sûr, cabriolet, en fait, elle avait tout pour se faire aimer, puisque en étant cabriolet, ben, bien sûr, quand il n'y a pas plu, hein, c'était super agréable. Petit avantage aussi, le toit est assez rapide parce qu'il y a aussi plu au moment où on était au volant et on a apprécié pouvoir refermer le toit plus rapidement pour éviter en fait de prendre une douche euh, inusitée, disons. Au Alors, moins. au moins. Alors, évidemment, c'est donc un véhicule qui est encore une fois un jouet parce que c'est un véhicule que tu prends l'été, mais c'est un véhicule qui est plus dispendieux à près de 83 000 $. Il existe une version moins puissante un petit peu, qui est dotée du même moteur en fait que la Toyota Supra, parce que c'est une voiture qui a été montée sur la même plateforme que la Supra de Toyota. Donc, on parle d'un moteur 4 cylindres 2 litres de 255 chevaux. Là, évidemment, ça fait une Z4 qui est pas mal moins dispendieuse à 69 000 de prix de base. Donc, c'est 15 000 de moins ou à peu près. Évidemment, le moteur est beaucoup moins puissant, mais n'empêche que c'est un véhicule très agréable. Donc, oui, c'est vraiment un véhicule que j'ai beaucoup aimé. Entre les deux, je t'avoue avoir une faiblesse pour le Z4. Euh, mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment strictement au niveau de la conduite? En fait, il y a une différence un peu particulière entre la Z4 et la Z. La Z, c'est une espèce de muscle car japonais. Est un peu plus brutal, est un peu plus brusque, est un peu plus, je dirais, Jouer, comme tu disais. ouais, mais en même temps, elle a les joints moins mal finis, là. Moins bien finis. Là. On dirait qu'elle est plus hein, un peu plus athlétique et un peu plus musclée, un peu plus brutale, même si c'est pas particulièrement difficile. La BMW, c'est tout en précision, c'est très allemand comme conduite. C'est très, tout est en précision et plus en raffinement. Donc, on ressent ça aussi au volant. Donc, c'est vraiment deux personnalités complètement différentes. Je précise que j'ai aimé mieux la Z4 parce qu'elle était cabriolet surtout. Euh, J'aime bien conduire la Z, mais tu vois, je vais t'expliquer toute la situation en une phrase. Quand je partais tout seul, je partais avec la Z. Quand je partais avec ta mère, je partais avec la Z4. Ça fait Ça montre un comprendre le peu, oui, c'est quand tu voulais avoir du plaisir. Tu oh, prenais mais, ton jouet, ah, sinon on prenait la voiture un peu plus confortable. exactement. Donc, deux véhicules extrêmement agréables, fort agréables. Une semaine qui n'a pas été trop difficile, je te dirais, pour que je m'amuse, évidemment. Toi, par contre, tu as eu une semaine facile et une moins facile, je dirais. Écoute, on commence par laquelle, hein? C'est une bonne question. Peut-être par la Kia Stinger, qui est une grande berline, la grande berline de Kia qui va malheureusement partir, hein, bien assez tôt. C'est malheureusement sa dernière année ici au Canada. C'est sûr que ce genre de véhicule-là, surtout comme vous allez voir, un véhicule assez puissant, un véhicule qui consomme quand même pas mal, c'est pas nécessairement vers là qu'on s'en va hein, Non. dans le futur, comme vous allez le voir aussi quand on va parler des actualités automobiles, mais quand même, je dois dire que c'était un véhicule que j'ai eu beaucoup de plaisir à conduire. C'est sûr que c'est quand même le véhicule qui a le plus de puissance et de torque, autant littéralement dans le sens technique du terme que dans l'expression, si tu veux, que j'ai jamais essayé. Hein. C'est un moteur V6 3.3 litres de 368 chevaux quand même, 376 livres-pieds de couple. C'est quand même quelque chose. J'ai eu beaucoup de plaisir, là. Surtout, je parle souvent des modes sport que j'ai du plaisir à essayer sur les voitures, entre autres l'IX6, hein, qu'on a eu beaucoup de plaisir à essayer ensemble à Vancouver. Mais ça aussi, je te dirais que le mode sport de la Stinger était plutôt intéressant. Entre autres, au niveau de la direction, justement, on a quelque chose qui est un peu plus je sais pas comment dire là, mais quasiment agressif, hein, qui te répond un peu plus, qu'il faut forcer quasiment là pour tourner un peu plus. On a quelque chose qui donne un peu plus de son aussi là, donc vraiment j'ai eu beaucoup de plaisir, mais faut utiliser ça avec parcimonie parce que j'avoue qu'on voit assez rapidement la consommation d'essence monter quand on commence à faire le fou. J'ai pas conduit trop vite là, mais c'est facile de se laisser un peu emporter. Ce qu'on nous dit là, c'est quand même une consommation combinée de
11,9 litres au 100, donc mettons 12 litres au 100. Moi, j'ai fait un peu plus que ça. C'est sûr qu'il faut considérer que je fais beaucoup de villes, mais j'ai quand même fait beaucoup d'autoroutes avec la Stinger également. Puis j'ai pas vraiment fait là, proche du 9,6 litres sur autoroute qu'on nous annonce. Donc, je t'avouerai que c'est probablement aussi la facture d'essence qui m'a coûté la plus chère jusqu'à date de toutes les voitures que j'ai essayées. Donc, toi, tu vas nous dire que ça a peut-être pas coûté si cher que ça, hein? C'est ce que tu es supposé nous annoncer plus tard dans l'émission. Mais je peux quand même te dire que vite comme ça, c'est le défaut que je lui ai trouvé. Parce que sinon, là, à l'intérieur, j'ai bien de la misère à lui trouver un défaut pour ce que c'est. Hein? Faut se rendre compte que c'est une grande berline. Malgré tout, il y a de l'espace. J'ai été surpris du siège arrière. Je me suis pas installé moi-même à l'arrière, là, mais j'ai mis beaucoup de sacs, j'ai installé des gens, donc beaucoup d'espace à l'arrière. Un coffre aussi là, qui est entièrement potable, là, donc c'est pas non plus quelque chose là, qui va pas être pratique, qu'on peut pas aller faire son épicerie avec, mais c'est pas nécessairement là-dessus qu'on a mis l'accent, j'ai l'impression. Faut dire aussi qu'un autre problème, et probablement la raison principale derrière son retrait du marché, c'est le fait que la version que j'avais valait 58 545 $. Bien sûr, ça inclut les frais, le transport et tout, là. Mais quand même, payer proche de 60 000 pour... Écoute, je veux pas dire ça de façon dédaigneuse, mais pour une Kia, dans le fond, hein, c'est un petit peu ce qu'on a en tête. C'est pas une marque de luxe. Puis justement, quand j'ai dit ça à des amis, ah ouais, la Kia Stinger, premièrement, personne savait vraiment c'était quoi, donc ça prouve peut-être que c'était pas réussi à la base. Puis deuxièmement, après ça, on parle un peu, je dis, ah oui, super agréable, super puissante, ça vaut 60 000 $, et la réponse unanime, c'est, ah ouais, 60 000 $ pour une Kia, faut vouloir pareil, hein. Donc, je pense que c'est un petit peu ça le seul problème, c'est que le char en tant que tel, là, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai trouvé qu'il était agréable à conduire, il était dynamique. J'ai eu un peu trop de fun, comme je te disais, avec le mode sport. Là. J'ai été chez un ami à Varennes. Là. Ah ouais, ça s'est bien passé. Ça va smooth, là. C'est le fun à conduire, vraiment. Mais je pense qu'il y a peut-être pas justement le marché des gens parce que tu me disais qu'il y avait un modèle Genesis là, qui est pratiquement la même chose pour quelques milliers de dollars de plus. Là. Effectivement. Je vais te donner deux petites précisions. D'une part, pour ton information, la puissance est à peu près la même que celle de la Nissan Z. Tu fais avec le Stinger le 0-100 en 5.1, ce qui est exactement le même temps que la Nissan Z. Alors, ça donne un Oui, niveau ben de c'est ça. sportivité. C'est ce qu'on achète dans le fond. Là. C'est ça. Et l'autre, la G70, qui est effectivement la Genesis, qui est basée sur la même plateforme et tout, mais on vient d'annoncer il y a quelques heures qu'elle ne... On ne l'a pas officiellement annoncé, là, mais un journal sud-coréen, excusez, un nord-coréen dit Non, ça pas la même chose, nord-coréen, non, je ne croirais pas. sud-coréen vient d'annoncer que la G70 serait éliminée à la fin de cette année. Donc, Bon. au même titre que la Stinger. Donc, c'est un véhicule qui, malheureusement, n'a pas connu le succès escompté, tu l'as dit, mais qui était, hey, écoute, c'est un beau véhicule. Là. Il y a de la gueule, la qualité de finition est belle. J'ai pas parlé du look non plus, là, mais oui. Puis c'est vraiment un grand véhicule. C'est le rêve de Peter Schreier, le big boss du design chez Hyundai, de créer ce véhicule-là. Il l'a fait, mais malheureusement pas avec le succès qu'il aurait espéré. J'avoue que j'ai rien à dire vraiment, là, comme tu dis, sur la finition, sur le look. Justement, ça a un air quand même un peu agressif, je dirais, là, justement. Ça se laisse pas faire, hein, juste au look. Mais c'est ça, je pense, le problème. C'est que je sais pas à quel point les gens sont prêts à payer cet argent-là parce que les gens qui sont des grands amateurs de performance vont aller, selon moi, bien plus vers ce qu'on parlait au début de l'émission, là, vers les aides, vers des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu un entre-deux, je te dirais. Là. Mais Effectivement. malgré tout, j'ai rien à dire en tant que tel sur la voiture. Ça occupe juste une niche un peu étrange, mais j'ai tellement aimé la conduire. Et j'ai trouvé aussi une nouvelle façon d'évaluer les systèmes d'infodivertissement. Alors, Ah oui, ça, tu me l'as expliqué, mais je suis pas sûr de oui, t'avoir suivi.
Ben, il faut quand même que je le mentionne parce que ça va être important pour le deuxième véhicule dont j'ai fait l'essai. Mais moi, dans la vie, j'écoute des chansons en japonais. Ok, j'apprends le japonais. Je vais aller au Japon bientôt. En tout cas, peu importe. J'aime le Japon. Et ben, il y a différents types de caractères en japonais. Il y a des alphabets qui sont syllabaires et il y a les caractères qui sont chinois. Et là, dans la Kia, j'ai voulu mettre une chanson en japonais et les caractères chinois, il y en avait un des deux qui n'existait pas. Donc oui, ils utilisent des caractères chinois en japonais, là, allez googler ça, là. Mais tout ça pour dire, il y en avait un qui manquait dans le truc. Donc là, j'ai été franchement déçu. Et là, je pense que l'introduction que je vais faire pour le Volkswagen Taos, malheureusement, c'est que quand je suis arrivé pour mettre mes chansons en japonais sur le Taos, ben malheureusement, il n'y avait même pas les alphabets syllabaires qui sont la base, en fait, du japonais. Et ça a juste affiché des carrés dans mon écran. Et ça, c'est la première chose qui s'est passée quand je suis parti avec le lundi matin pour en faire l'essai. Donc, je pense que malheureusement, j'ai dû partir un peu du mauvais pied, mais comme tu l'as dit, si on parlait de la Kia Stinger il y a quelques secondes là que j'ai trouvé agréable à conduire, magnifique, tout ça, le Taos, j'ai eu un peu de misère avec, hein. Puis là, je vais avoir l'air chialeux parce que j'ai chialé sur la Versa, j'ai chialé sur la Venue. Ben, chialé pas vraiment, là, mais tu comprends, j'avais des points légèrement plus critiques sur la Venue, sur la Versa. Vous allez me dire, j'ai l'air de chialer sur les voitures, entre guillemets, d'entrée de gamme, un peu moins chères, mais quand même, le Taos que j'avais, laissez-moi commencer en vous disant qu'il valait au-dessus de 40 000 donc, quand même, là, on n'est pas dans un véhicule qui, selon moi, peut se permettre, hein, comme on disait pour le Venue ou pour la Versa, ben dans le fond, on paye un peu pour ce qu'on a. Là, faut pas s'attendre à la grande technologie, au grand confort. On a des véhicules qui partent dans les 20 000, mais là, on a un véhicule qui part quand même à 30 000, 26 995 pour la version Trendline, plus les frais et tout. Donc, disons 30 000 là, pour faire un chiffre rond, mais qui, selon moi, a pas vraiment grand-chose à offrir pour ça. Il y a de l'espace, hein? Ça, c'est la chose que je vais dire, là. Il y a beaucoup d'espace. On a le coffre qui est vraiment grand, avec la banquette arrière qui se replie. Donc ça, vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. C'est un VUS, là, sous-compact, pas mal plus spacieux, je dirais, là, que le Venue, justement, que je parlais. Là. Donc, on est quand même dans quelque chose d'un peu plus gros ici, là, avec le Taos. Mais quand on rentre en dedans, il n'y a rien à dire. Là. La finition, en apparence, a l'air correcte. Ça fonctionne, en gros. Mais c'est un tas de petites affaires qui m'ont fait me demander, vraiment, est-ce qu'on l'a vraiment désigné comme ça? Entre autres, je t'explique, je m'en vais pour partir de chez moi et d'habitude, bon, le véhicule fait un petit bruit ou, tu sais, j'entends la radio, j'entends la musique et là, rien du tout. Et là, ben, je me demande qu'est-ce qui se passe. Je branche mon téléphone, je mets la musique, je suis capable de contrôler tout par le Bluetooth. Ça fonctionne pas. Mais là, bien sûr, tu es au courant parce que qu'est-ce que je fais après? Ben, je t'appelle, hein? Je te demande, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi donc, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vas regarder sur Internet pour m'annoncer qu'en fait, c'est un problème commun, hein? Oui. C'est un problème très connu avec le Taos qui nécessite une mise à jour chez le concessionnaire et vraisemblablement, elle n'avait pas été faite sur le modèle d'essai que tu as essayé. C'est malheureux, puis je pense qu'on peut pas vraiment tenir rigueur, encore une fois, d'un seul point, mais bon, tout ça pour dire, le lendemain, j'arrive, je repars, je me suis dit, pourquoi, mais c'est encore toi que j'appelle? Eh bien, tu sais quoi? Tu m'entendais pas? Le micro fonctionnait pas. Finalement, mettons que le Bluetooth multimédia, c'était pas la force du Taos, disons. Là. Ben, écoute, si c'était juste ça, c'est sûr que tu me connais, c'est un point qui est important pour moi, là, le niveau technologie et tout ça. J'ai rien à dire sur la taille de l'écran. Il y a une autre affaire aussi, le bouton, il est placé, le bouton pour le démarrer, il est placé à côté du shifter. Puis ça, c'est vraiment bizarre parce que les autres, il est placé à l'endroit où tu mettrais traditionnellement la clé, hein, bien sûr. Mais là, toutes les fois que j'arrivais dans ma voiture, je le cherchais. Ça, c'est vraiment un tout petit point, mais c'est plein de petites choses comme ça dans le design qui m'ont fait me poser des questions. Donc, non, écoute, le multimédia, ça l'a pas tant bien été. À l'intérieur, je trouve que la position d'assise, encore une fois, quand tu t'assois dedans au début, tu te dis, ben ça va, on va s'ajuster, mais
j'avais beau essayer de l'ajuster, c'est la première fois que j'ai pas trouvé une position confortable. Je trouvais qu'on était toujours très haut, très droit, très, je dirais, ben, inconfortable. Là, c'est comme être assis sur une chaise d'école un peu. Puis encore une fois, c'est pas un problème avec le banc en tant que tel, le siège en tant que tel, mais vraiment avec le banc plutôt. Donc c'est pas le siège, mais bien le banc qui est placé de façon justement un peu rigide. Encore une fois, un autre petit point comme ça. Autre affaire, on arrive pour conduire, je suis pas capable de partir sans donner un coup avec mon accélérateur. On s'en parle et tu m'expliques, et en fait, non, je devine, mais tu me confirmes que c'est parce que le couple est un petit peu trop puissant par rapport, un petit peu trop fort par rapport à la puissance plutôt. Et ça fait un effet un peu étrange, l'effet de couple, hein, justement, où t'as l'impression que ton volant, il vibre un petit peu. T'as l'impression que la voiture va de gauche à droite ou donne un coup. Pratiquement à toutes les fois que tu pars, là. Une fois qu'on est parti, ça va, l'accélération est beaucoup plus intéressante que sur le Venue, sur la Versa ou peu importe. On s'entend qu'on a quand même un moteur là, de 158 chevaux, 184 livres-pieds de couple, mais c'est un petit peu plus puissant. On est quand même plus dans quelque chose là, qui ressemble à la Sentra que j'avais essayé il y a quelques semaines. Mais malgré tout, je trouvais que c'était mal équilibré comme conduite. Et c'est Donc, particulier. franchement, Je me permets de dire que c'est particulier parce que, en plus, tu avais la version 4Motion, donc à rouage intégral, qui normalement devrait en partie compenser une partie de ça. Mais pour l'avoir conduite pendant quelques coins de rue, là, parce qu'on est allé ensemble quelque part, puis tu m'as demandé de prendre le volant pour le tester, j'ai eu justement, exactement la même. J'ai eu exactement la même sensation que toi. Alors, effectivement, il y avait quelque chose au niveau de l'effet de couple qui n'était pas très agréable dans ce véhicule-là. oui, c'est ça. J'avais la version Highline 4Motion, là, juste pour le spécifier. C'est celle-là qui est la plus haute gamme. Puis, je te l'ai fait essayer spécifiquement pour ça parce que ça avait quasiment un feeling, quasiment comme s'il y avait quelque chose avec le modèle spécifique que nous, on a essayé. Je sais pas, j'espère que c'est un peu le cas parce que franchement, l'expérience que j'ai eue était, écoute, je veux pas dire décevante, là. On s'est rendu du point A au point B sans problème, mais sans plus. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de problèmes pour 7 jours d'essai. Donc, écoutez, si c'est un modèle qui vous intéresse particulièrement, je vais pas vous dire de pas le prendre, mais je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a peut-être mieux ailleurs là, pour un 40 000 comme ça, même un peu plus. Là. J'ai l'impression qu'on pourrait l'investir ailleurs de façon un peu plus productive. Mais bon, c'est peut-être encore une fois, comme je disais, le modèle spécifique qu'on a eu, les problèmes là, de mise à jour et tout ça, ça c'est sûrement pas quelque chose que vous allez avoir en concessionnaire, mais quand même, le fait que ce soit un problème connu et que ce soit arrivé 2 jours d'affilée, ça en dit un peu long là, sur mon expérience. Mais bon, comme je disais, j'espère que c'était juste moi. Malgré tout, là, on s'entend qu'on a quand même un véhicule qui nous amène du point A au point B, comme je disais là, et qui fait amplement l'affaire. Effectivement. Ben écoute, on va te souhaiter que tu aies plus de plaisir avec tes prochains essais. En même temps, regarde, c'est un bon véhicule, le Taos. Faut pas, on ne veut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Là. C'est pas un mauvais véhicule. Il est spacieux, c'est un petit VUS urbain intéressant. Boîte de vitesse, 7 vitesses DSG est intéressante, mais effectivement, des petits défauts qui accrochent, qui font qu'à un moment donné, tu fais ouais, t'as raison, on va peut-être aller voir ailleurs. C'est que ça a vraiment été ça mon expérience toute la semaine. J'ai l'impression que bon, quand je suis parti avec justement la Versa ou peu importe, tu te dis bon, ça va pas vite, mais tu t'y habitues. Mais là, c'était un ensemble de petits questionnements là, ben, que je vous ai partagés, là, qui justement m'ont fait me questionner, je pense que c'est le bon terme. Mais là, si tu peux me permettre, on va passer à autre chose à propos des systèmes d'infodivertissement, tant qu'à parler de systèmes d'infodivertissement pas très satisfaisants. Hein? Oui. J'ai un sondage ici de JD Power qui dit que la plupart des gens, en fait, ne sont pas vraiment satisfaits pleinement de leur système d'infodivertissement. Es-tu surpris, toi? Non, pas vraiment, parce que j'imagine que beaucoup de gens connaissent même pas la plupart des fonctions de leur système d'infodivertissement. Fait que juste la complexité des nouveaux systèmes fait que je suis pas étonné que les gens soient pas si satisfaits. Là. En gros, la comparaison, c'est simplement parce que c'est avec le téléphone et c'est simplement parce que les gens sont tellement plus habitués à leur smartphone que l'interface est juste pas attirante pour eux. Si on prend là justement le sondage fait par JD Power,
l'an passé, 70% des répondants disaient qu'ils préféraient leur système d'infodivertissement là, dans leur véhicule pour jouer de la musique par-dessus leur téléphone. C'est seulement 56% cette année. Ouf! Ça veut dire Donc, que c'est c'est quand presque une même... personne sur deux, là. Oui, c'est une personne sur deux seulement et c'est le plus grand taux de satisfaction de tout le sondage. Donc, si on passe après, là, pour les gens qui font des appels, seulement 45% des gens préféraient le système d'infodivertissement au-dessus de leur propre téléphone. 43% quand on parle de GPS et 37% seulement pour ce qui est de la reconnaissance vocale. On s'entend que ça, t'es sûrement pas surpris, là. Non, moi-même, la reconnaissance vocale, c'est un problème qui me fait dire que je devrais suivre des cours de diction chaque fois que je parle à mon char. Est-ce qu'il y a des marques en particulier qui se sont distinguées soit d'un bon côté ou d'un moins bon côté? On va pas nécessairement parler des moins bons, mais dans les bons, par exemple, oui, il y en a. Il y en a comme Volvo, Chevrolet, Honda. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ben, c'est l'intégration Google. Et Ben oui, c'est ce que c'est pour dire. j'avoue que ça me dérange un peu parce que j'étais le premier à critiquer justement ces intégrations-là. Google, Amazon, tout ça. On sait que moi, c'était plus d'un point de vue intégrer les compagnies de technologie dans sa vie de tous les jours comme ça. Je trouve ça un peu dangereux, mais il faut croire qu'ils font bien la job hein, parce que ce sont toutes les marques qui ont ce genre de système-là, qui sont gérées par des tiers parties, donc Google principalement, hein, comme j'ai dit, là, Volvo, Chevrolet, Honda sont les trois qui se sont le plus démarqués, qui ont le système de Google. Et ben, il semble que Google, c'est pas juste meilleur que les constructeurs automobiles à faire un système d'infodivertissement. Encore une fois, je suis pas vraiment surpris, hein? On s'entend que c'est une petite partie de tout ce que c'est que de designer un véhicule, donc c'est pas étonnant qu'une compagnie de technologie soit capable de faire de la meilleure technologie comme ça de l'information. Une compagnie de technologie d'information soit capable de faire une meilleure technologie de l'information comme ça, c'est pas très étonnant. Malgré tout, j'ai l'impression que ça doit sonner une petite cloche là aux compagnies qui doivent se dire, ben mon Dieu, il y a juste 56% des gens qui préparent notre système et ça, c'est le plus grand taux et c'est juste pour écouter de la musique. Il y a un petit quelque chose qui cloche, là. Ouais, mais tu vois, quand on regarde les sondages faits par J.D. Powers, ce qu'ils appelle l'indice de qualité initiale, là, le IQS, ça, c'est le nombre de problèmes que les gens ont avec leur véhicule neuf au cours des 3 premiers mois de possession. Okay? C'est un sondage qui est fait annuellement et la majeure partie des problèmes soulevés par les nouveaux propriétaires, c'est des problèmes avec l'infodivertissement. L'incapacité à jumeler leur téléphone, l'incapacité à utiliser les commandes vocales de façon intelligente. Tu sais, là, moi, je sais pas combien de fois je demande à mon système vocal de t'appeler, je finis par appeler quelqu'un d'autre parce que ça me répond pas à bonne place, là, tu sais. Ça fait souvent ça, oui. Puis là, ce qu'on imagine, c'est qu'il va y avoir plus de compagnies que Google hein, qui vont se lancer là-dedans. Entre autres, Ouais. Apple a laissé sous-entendre qu'il voudrait faire un système d'exploitation complet basé sur le Apple CarPlay. Donc, ce serait vraiment une voiture là, qui roule 100% sur un Apple, si on veut. Puis bon, après ça, si on va chez Tesla et tout, eux, ils ont des idées encore plus folles, là, du karaoké et tout. Mais on reparlera de Tesla dans quelques instants. Ouais, non, moi, je vais sauter Tesla. Moi, je vais te parler du prix de l'essence. Parce que on sait, on a chialé beaucoup, on l'a regardé monter avec beaucoup de rage. Et on trouve que ça, mon Dieu, ça augmente donc le prix de l'essence. C'est vrai, on ne peut pas se le cacher, là. C'est en moyenne à 1,80 $, 1,78 $ le litre actuellement, ce qui est quand même beaucoup, il faut le dire, et ça ne surprend pas personne que ça survienne au moment où on est en pleine période de vacances. Hein. Inflation aussi. Ouais, on est en pleine période de vacances, c'est drôle. Il y a toujours une période inflammatoire. Je dis bien inflammatoire volontairement et non pas inflationniste dans ce cas-ci, parce que c'est presque un fléau rendu là, c'est presque un virus rendu là, puis ça me dérange. Ceci étant dit, il y a une organisation qui a décidé de faire un sondage. Ils ont appelé ça le Gasoline Index. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils comparent le prix moyen d'un litre d'essence et il le compare au revenu annuel ou au revenu moyen du pays. Et donc, ils sont capables de déterminer avec
par exemple, une paye d'une semaine brute, combien de litres d'essence tu es capable de t'acheter? Et c'est comme ça qu'il évalue en fait le gasoline index, à savoir est-ce que le prix de l'essence augmente vraiment plus que l'inflation ou pas. J'ai été étonné de voir qu'au Canada, bon, on est quand même pas si mal, là. Actuellement, on est deuxième sur 21 pays, ce qui est quand même surprenant. Écoute, euh, cette année, on estime que le revenu canadien moyen il est de 1194,10 brut par semaine. Selon le calcul, ça te permet d'acheter 2170 litres d'essence. OK? Ce qui est quand même raisonnable. Le moment où ça a été le plus cher, c'est l'année dernière, en 2022. Alors qu'avec le salaire brut d'une semaine, tu ne pouvais t'acheter que 1600 litres d'essence, soit 500 litres de moins. Ah ouais, quand même, hein? Il y a une différence énorme. D'un autre côté, en 2020, au moment où personne roulait, hein, on s'en rappelle, parce qu'on était un peu coincés dans nos maisons, mais avec le même salaire d'une semaine, on pouvait s'acheter 3179 litres d'essence. Alors, ça veut donc dire qu'en fait, oui, l'essence est chère, mais quand on regarde 2019-2021, on est à peu près au même nombre qu'on est cette année. Donc, proportionnellement au salaire, selon le gasoline index, on est à peu près au même niveau qu'on l'était, même si le tarif nous semble plus abusif. OK? Évidemment, il y a des éléments particuliers. Tu comprendras, pas comparer tous les pays de la même façon. Ils ont regardé, par exemple, des pays comme le Koweït. Avec une semaine de salaire, tu peux t'acheter 7222 litres d'essence. Oui, bien Bon, sûr. il est vrai que le salaire est plus élevé et que le litre est à 34 sous. Ça aide un peu, tu comprendras. En revanche, il y a des pays comme Cuba où, avec une semaine de salaire, tu peux t'acheter 27 litres d'essence. Oh, eh ben, tu vas pas bien loin, hein? C'est vraiment fou. Ça veut dire que tu fais même pas un plein de ta voiture avec une semaine complète de salaire brut. C'est C'est assez, plutôt fou. c'est assez fou. Alors, oui, bon, bien sûr, évidemment, vous aurez compris que oui, je trouve que l'essence est trop chère, comme tout le monde, là. Mais on est quand même dans un milieu, on est relativement chanceux parce que ça correspond à notre niveau de salaire, à notre niveau de revenu. C'est trop cher, mais puis on pourrait le dépenser ailleurs, mais bon, au moins, on est quand même dans notre niveau de revenu ou à peu près. Ben, pendant ce temps-là, t'as tous les propriétaires de Tesla, hein, qui rient de toi, puis qui te disent, ben moi, j'ai même pas besoin de payer pour avoir de l'essence dans ma voiture. Je fais simplement avoir de l'électricité abondante, hein, pratiquement gratuite. Oui, mais oui. Ça, c'est le moment de Tesla bashing. Et là, c'est moi qui le fais. Et là, il le mérite pour de vrai. Si c'est vrai, hein, il faut dire si c'est vrai. J'ai pas envie de me faire amener en cours. Mais selon une enquête de Reuters, donc quand même pas une agence de presse inconnue, hein, Tesla, ce serait une écoute, un peu des arnaqueurs, hein? Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Encore une fois, si tout ça se révèle vrai, il y aurait eu une équipe à l'interne dont la seule et unique tâche aurait été d'améliorer les statistiques, en gros, de fiabilité. Et donc, cette équipe-là, là, que certains ont nommé une équipe de diversion, là, tout ce qu'ils faisaient, eux, c'était d'annuler des rendez-vous, surtout des rendez-vous qui étaient là pour vérifier l'état de la batterie, des clients qui avaient appelé, qui voulaient faire vérifier justement parce qu'ils avaient vu une perte d'efficacité. Et cette équipe-là, leur seul et unique but, c'était d'appeler ces clients-là et les informer que dans le fond, tout était correct, tout allait bien, et qu'ils n'avaient pas besoin de se présenter et d'avoir une inspection de leur batterie parce que c'était juste comme ça, tout était normal avec leur véhicule. Sans faire aucune inspection, là. Sans que personne ait fait aucune. Il n'y a personne qui a vu le char, là. Ils ont juste décidé que la batterie était correcte, finalement. C'est ce que nous dit l'enquête de Reuters. C'est sûr que, dans le fond, c'est des gens là, dans les centres de services qui
la raison, c'était apparemment, encore une fois, faut rajouter les apparemment partout, qu'il y avait tellement de clients qui étaient pas satisfaits avec leur batterie, qui disaient qu'il y avait moins d'autonomie que prévu, le centre des services en avait trop, si on veut, et ont utilisé cette équipe-là pour un peu, justement, annuler des rendez-vous qui leur semblaient superflus, parce que, ben, dans le fond, il y avait juste moins d'autonomie, et c'est ça qui était ça, dans le fond. Hein. Ben oui, bien sûr. C'est une belle façon. On appelle ça du service à la clientèle. Hein? C'est assez... Et Ben, de faut la quand même... transparence absolue. Là. Ben écoute, c'est quand même la même compagnie qui a reçu genre 3 millions de dollars d'amende en Corée parce qu'ils ont pas mis la bonne autonomie sur leur site web. Hein. Ils avaient mis une autonomie plus haute qu'est-ce que c'était réellement. Ils se sont fait pogner. Ils ont eu 3 millions de dollars d'amende. Donc écoute, ce serait pas la première fois, mais pire encore, selon Reuters, encore une fois, Tesla aurait truqué ses logiciels à l'intérieur de ses véhicules pour afficher une autonomie plus grande que ce que c'était pour vrai. Ça sonne... excuse-moi, là, mais il y a eu un Dieselgate chez Volkswagen qui ressemblait pas mal à ça, je te dirais. C'est un peu ce que j'ai pensé moi-même, et ça leur a coûté quand même un bras. C'était probablement la première fois qu'une compagnie, ça leur coûtait autant un bras, on va se le dire. C'est sûr que là, la question par rapport à l'autonomie est pas nécessairement la même que par rapport aux émissions. Hein? C'est sûr que Non. l'enjeu est pas exactement le même si je suis conscient de ce que tu veux dire. Je comprends le rapprochement que tu veux faire, mais on s'entend que par rapport aux Non, émissions... mais je vais te ramener sur un autre point. Par contre, les compagnies coréennes Kia et Hyundai ont été accusées d'avoir présenté des faux résultats de consommation et ils ont été forcés de donner des crédits à leurs clients par le biais de cartes cadeaux, entre autres, de cartes de crédit prépayées, parce que justement, l'économie ne correspondait pas à ce qui avait été prévu au niveau de la consommation d'essence. Ah, ben c'est vraiment étonnant. Écoute, je sais pas exactement ce qui va avoir lieu ici, là. Probablement que ça aurait plus de sens de ce genre de crédit, disons-le. D'ailleurs, même, il y a une autre poursuite en ce moment là, qui est intentée contre Tesla en Californie, où il va probablement avoir de l'argent qui va se donner par-ci, par-là, entre autres des gens qui accusent Tesla d'avoir volé leurs vidéos privées, d'avoir brimé leur droit à la vie privée, des employés de Tesla qui auraient volé des vidéos tournées à l'intérieur des véhicules et qui s'en seraient utilisés et qui les auraient publié pour se moquer des utilisateurs là, de Tesla. Écoute, tout ça, ça sonne un peu comme la conspiration que tu rêves le soir pour haïr Elon Musk, là, mais il semble que c'est relativement vrai, du moins selon ce qu'on en sait jusqu'à date. Il faut encore voir là, qu'est-ce qui va en être pour la poursuite en Californie. Il va falloir voir ce qu'il y en est aussi là, de ce que Reuters a sorti. Il y a quand même un gros bémol là, que j'ai pas mentionné, mais qui selon moi est quand même important si on veut être intègre intellectuellement. L'enquête de Reuters s'est concentrée sur les modèles S, même sur les Roadster. Donc, c'est des vieux modèles, là, quand même, les modèles de Tesla. Mais on s'entend que si cette pratique-là a existé à un certain moment, sans dire long sur la philosophie de la compagnie, selon moi, à l'interne, encore une fois, si tout cela se révèle vrai. Maintenant, Et bien sûr, Tesla va te répondre avec un petit emoji de caca. Et Et as-tu vu le récent sondage qui dit la principale raison pour laquelle les gens ne veulent pas acheter de Tesla? parce qu'il n'aime pas Elon Musk, Parce qu'ils n'aiment pas Elon Musk. C'est la principale raison. j'espère. C'est vraiment ça. Non, Ils mais viennent de faire un sondage. Là, et dans plus de 50% des cas de gens qui disent qu'ils ne veulent absolument pas de Tesla, c'est qu'ils n'aiment pas Elon Musk et ils ne lui font pas confiance. regarde, je vais dire la vérité à nos auditeurs. Là, des fois, ça arrive que je te présente les résultats à l'avance puis que tu fais semblant de les deviner, mais là, tu m'en as pas parlé du tout. C'était juste à ce point-là évident que c'était parce qu'on haïssait Elon Musk. Et moi, le premier, d'ailleurs, faudrait aller poster ça sur X. Qui ne s'appelle plus, qui s'appelle X, mais qui n'a pas le droit d'afficher en haut de son édifice parce qu'il a mis le logo X illuminé, mais il a oublié de demander un permis puis d'aviser la ville. Alors, il a été obligé de le retirer parce que la puissance était trop forte. Là, ça, c'est des actualités sur Elon Musk et pas sur l'automobile. Donc, si tu me permets, je vais retourner, même si je trouve ça hilarant, je vais quand même retourner sur une nouvelle qui nous apporte Automotive News selon des sources.
encore une fois, on les aime beaucoup, les sources, hein, ils nous apportent beaucoup de choses, mais ce sont justement des sources qui seraient proches de Subaru et de Toyota, qui donneraient des nouvelles. On en a parlé il n'y a pas super longtemps, là, de Subaru qui disait qu'il voulait faire 4 nouveaux véhicules électriques d'ici 2026. Ben là, on aurait des En fait, nouvelles sur l'un d'entre eux. Ce serait une autre collaboration entre Toyota et Subaru, et ce serait un VUS électrique à 3 rangées, donc un peu l'équivalent de la Scent, là, puis surtout, on va se le dire, un peu l'équivalent de l'Ioniq 7 et du Ford Explorer électrique qui vont sortir, et du Kia EV9 aussi qui existe déjà. Donc tout ça, on s'entend que c'est un peu dans l'air, là. Donc oui. qui va arriver d'ailleurs à peu près en même temps, hein. Tu me disais 2025 pour le l'Ioniq 7 Ford Explorer? Ouais, puis le EV9, ils ont eu tellement de succès. En fait, les commandes étaient ouvertes cette semaine, puis ils ont eu tellement de succès que le site a planté. Ils ont été obligés d'arrêter les commandes au Canada du Kia EV9 parce qu'il y avait trop de demandes en même temps. Bon, ben clairement, c'est pas mal dans l'air, on va se le dire, ce genre de gros véhicule-là électrique. Écoute, tant qu'à moi, vaut mieux qu'il soit électrique si on est pour s'en acheter un. Et c'est justement ça que nous dit les sources. Encore une fois, ça me fait toujours rire. Comme quoi ce serait, là, donc on pourrait s'attendre à 2 nouveaux modèles relativement similaires d'ici 2026. Il n'y a pas grand info de plus que ça, soyons honnêtes, mais simplement le fait qu'on ait plus de nouvelles déjà là en 1 mois à peine après leur annonce, peut-être qu'on pourrait voir là, les nouveaux modèles qui sont mentionnés, parce qu'on nous dit 4 nouveaux modèles d'ici 2026, donc pas en 2026. Donc on devrait s'attendre à avoir des dévoilements officiels là relativement bientôt, c'est-à-dire on espère dans la prochaine année, si tout va bien. Et pendant ce temps-là, ben, Toyota continue de se lancer dans les voitures, mais disons à plus forte consommation d'essence. Ils viennent de relancer le Land Cruiser, un véhicule qui avait disparu au milieu des années 90 de mémoire au Canada. Je ne pourrais pas te dire exactement la date, là, il me semble que c'est ça. Ça fait longtemps. C'est un véhicule qui date de 60 ans et un peu plus. Il y avait 65 ans, en fait. Donc, c'est une espèce de véhicule tout-terrain. Et là, on parle d'un véhicule qui pourrait remplacer le 4Runner, mais les deux vont arriver en même temps. Et là, on parle d'un gros véhicule là, qui est un concurrent littéral au Ford Bronco, au Jeep Wrangler. C'est ça l'objectif qu'on veut faire avec ce véhicule-là. La bonne nouvelle, cependant, c'est que là, on arrive avec une version hybride. D'une part, évidemment, une toute nouvelle plateforme, une toute nouvelle structure, mais une version hybride, 4 cylindres turbo 2,4 litres, petit moteur électrique, 326 chevaux, énormément de couple, 465 livres-pieds, boîte automatique 8 rapports, capacité de remorquage 6000 livres. Bref, on est vraiment dans le gros véhicule qui est conçu pour le hors-route et qui est conçu pour l'usage familial. Donc, Toyota qui persiste et signe au niveau de l'hybridation de ces véhicules, de ces gros véhicules. Puis ils l'ont fait avec le Tundra, ils l'ont fait avec les autres. Et là, ben, ils continuent de le faire avec ce véhicule-là. Et enfin, une dernière petite nouvelle, toujours en parlant de hors-route. Jeep vient tout juste d'annoncer, et si vous le voulez, dépêchez-vous, parce qu'il y en a 100 seulement de numérotés de 0 à 99. Et on vend des ensembles de collants Jurassic Park. Bon, tu vas me dire que ça ne t'intéresse pas, mais c'est que cette année marque le 30e anniversaire de Jurassic Park, du film original. Et dans le film original, on roulait en Jeep Wrangler avec des stickers, des collants sur le Bien côté sûr. Jurassic Park. Donc, on a reproduit ces collants-là. On les vend, c'est sur un site particulier qui s'appelle jeepgraphicstudio.com. Je n'ai pas le prix exact, mais il y en a seulement 100 qui sont numérotés et qui sont faits pour aller sur un Jeep Wrangler, bien entendu. Donc, si vous en voulez un, faites ça vite. Sinon, ça va s'écouler très rapidement. Parlant de s'écouler rapidement, le temps de la Mazda MX-30, ou du Mazda MX-30 plutôt devrais-je dire, puisque malheureusement, on en avait déjà parlé, hein, c'était un des premiers essais d'électrique, même mon premier essai d'électrique ici au podcast, et malheureusement, c'est la fin pour le Mazda MX-30, du moins aux États-Unis. Il va rester ici au Canada, mais aux États-Unis, le modèle était juste vendu en Californie, hein, donc ça, c'est probablement l'affaire la plus importante à spécifier. Et, ben, encore une fois, l'autonomie, je sais pas si vous vous en souvenez, là, mais
son gros problème, là, c'est l'autonomie de 160 km à peu près, qui est vraiment très faible quand on la compare avec les autres modèles électriques du même genre et surtout du même prix. Hein? Ça, c'est surtout le point. Donc, je suis pas vraiment étonné qu'on ait cette nouvelle-là de chez Mazda. Puis, en fait, ma question, c'est plutôt quand est-ce qu'on va l'avoir ici, cette nouvelle-là? Je sais pas si les ventes ici justifient vraiment de garder ce véhicule-là simplement pour le Canada. On en vend 22 fois plus au Canada qu'aux États-Unis. La réalité, c'est qu'il s'est vendu 300 quelques unités du MX-30 aux États-Unis parce qu'il ne se vendait qu'en Californie. Au cours de la dernière année, il s'en est vendu 800 quelques au Canada. Donc, si tu fais le prorata en termes de population là, par rapport aux États-Unis, c'est comme si on en vendait à peu près 20 fois plus chez nous. Et depuis le début de l'année, il y en a 370 qui ont été vendus au Canada, dont 56 au cours du dernier mois de juillet seulement. Donc, il y a quand même un attrait. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'attrait est là uniquement parce que ce sont les seuls modèles électriques disponibles rapidement? Parce que c'est ça la réalité. Ce sont des véhicules qui sont assez faciles à obtenir. Mazda nous dit qu'ils les vendent au fur et à mesure qu'ils les ont. Donc, il n'y a peut-être pas de longue liste d'attente, mais ils ne restent pas en salle de montre. Donc, pour Mazda, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. On aurait aimé avoir la version originale européenne avec le prolongateur d'autonomie à essence. Ça ne viendra pas chez nous. Alors là, Mazda a confirmé que le MX-30 serait confirmé pour 2024. Mais si je suis à toi, je ne retiendrai pas mon souffle pour 2025. D'après moi, le MX-30 ne durera pas bien longtemps après. Puis le plan en général d'électrification de Mazda est un peu étrange. Hein? On mise vraiment beaucoup sur les hybrides rechargeables, entre autres le CX-50, CX-70, CX-90, donc hybride rechargeable. Le premier modèle électrique, le prochain modèle électrique qu'on veut nous présenter, c'est en 2025. Ce sera un VUS électrique. Puis après ça, ben, comme toutes les autres compagnies, on nous dit d'ici 2030, on va être 100% électrifié. Mais on peut pas s'empêcher de se poser quelques questions quand on voit qu'ils ont un seul modèle qui est plus ou moins avantageux. On n'attend pas le prochain modèle avant dans 2 ans. Est-ce qu'en 5 ans, ils vont réussir à faire cette transition-là? Je ne sais pas. Mais tant qu'il a parlé de Mazda, peut-être que je pourrais te surprendre. Peut-être que tu te souviens, on retourne un peu dans le passé, là, de la Mazda RX-8. Ben, pas vraiment tant que ça dans le passé, mais... Oui, ben écoute, je m'en souviens très bien. Je suis resté pris en hiver avec parce que je l'ai essayé, moi, au cours de ma carrière à quelques reprises. Puis, histoire courte, il y avait de la glace et elle était montée sur des pneus très larges et des pneus très dynamiques. Puis, j'ai jamais été capable de passer sur la glace. Alors, je suis resté coincé dans ma cour. Donc, oui, je me rappelle très bien de la RX-8. Ben, est-ce que tu savais qu'il y avait une RX-8 décapotable, convertible, toi? Une RX-8 décapotable. Écoute, elle a jamais été en vente, encore moins ici. Il y en a une seule qui existe, mais c'est l'avantage de savoir parler japonais parce que sur la page Facebook de Matsuda, hein, donc Mazda Japon, on a pu voir les photos de ce seul et unique modèle. D'ailleurs, si quelqu'un parmi vous est à Osaka, premièrement, je suis jaloux. Deuxièmement, vous pouvez passer au Matsuda Brando Space, donc au Mazda Brand Space à Osaka pour aller voir et même entrer par vous-même à l'intérieur de ce modèle-là unique. Donc, je trouvais ça quand même assez intéressant parce que c'est rare hein, qu'on voit des modèles comme ça, justement, unique. La RX-8, c'est un modèle qui est sorti en 2004 ici, puis qui a arrêté là en 2012 à peu près. Puis, ben, on n'a jamais eu quoi que ce soit qui ressemble à ce modèle-là convertible. Puis, elle a juste été vue quelques fois par le passé. Donc, écoutez, juste avoir les photos, c'est impressionnant. Si jamais vous voulez aller au Japon, je pense que ça vaut la peine juste pour ça. Bon, je pense qu'il y a un paquet d'autres raisons, mais ça aussi, ça vaut la peine. Ben écoutez, c'est ça qui m'a fait, bien sûr, à notre émission cette semaine. On vous remercie, bien entendu, d'avoir été à l'écoute. Un petit détail, vous êtes de plus en plus nombreux à être à l'écoute. Notre dernier épisode sur le Hyundai Venue a été jusqu'à maintenant le plus populaire de toute la série. Merci. Merci beaucoup. Évidemment, on est content que vous soyez là. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes, bien sûr, où vous avez accès
à votre podcast, à vos podcasts préférés, Spotify et autrement. Vous pouvez venir le voir sur gotchar.com et vous pouvez le voir sur les pages Facebook de Gotchar Podcast, bien entendu, ou sur nos pages personnelles si vous avez des questions. Alors, sur ces belles paroles, mon cher William, je te souhaite une meilleure semaine d'essai que tu as eue la semaine passée. J'en suis certain. À la prochaine Bye, bonne fois. semaine. Gotchar est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.